l'Institut national des sciences appliquées à Rennes, directeur du pôle enseignement, recherche, énergie informatique de l'université, c'est là où je les connais le plus, à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, membre de la commission spéciale du modèle développement, membre du conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche, président, il a été président de l'agence universitaire de la francophonie et professeur Miraoui, il est expert international des questions de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et bien sûr production scientifique assez importante, co-auteur de 4 ouvrages, directeur de plus de 32 thèses, doctorats et auteur de plus de 300 publications scientifiques dans des revues internationales. Professeur Miraoui, je ferai la même chose pour nos éminents intervenants quand ils vont avoir le tour. Donc, professeur Miraoui, donc il va essayer de nous éclairer davantage sur les différents contenus par les chercheurs en matière d'accès, de partage, de gestion des publications et données de la recherche, sur quoi il a beaucoup travaillé. Et je sais qu'il y a un livre blanc bien préparé de notre ministre. Le projet politique national d'Open Science, du pacte ISRI, que le ministère et monsieur le ministre sont en train de mettre en place pour renforcer l'impact des universités et des chercheurs marocains et comment, bien sûr, les politiques gouvernementales en tant que décideurs politiques au Maroc peuvent-elles promouvoir l'adoption des pratiques open science au niveau institutionnel. La parole à vous, monsieur le ministre. Bonsoir. Je ne vais pas nommer tous les conférenciers avec leur nom, mais mesdames, messieurs les directeurs, les directrices et directeurs, d'abord c'est un plaisir d'être parmi vous et vous êtes dans votre deuxième pays et je suis très heureux de vous voir parmi nous. Je voudrais également remercier les organisateurs de ce panel, et en particulier Madame Roule et toute l'équipe qui a participé avec elle sur une thématique qui aujourd'hui, je pense qu'il y a 15 ans, on en discutait, j'allais dire, dans quelques bureaux et dans une ancienne vie à l'étranger, et qu'aujourd'hui, on est en train vraiment d'en faire un sujet international. Je pense que beaucoup d'organismes internationaux aujourd'hui ont pris le sujet en bras-le-corps et que, bien évidemment, ça devient très important pour, en particulier, les pays du Sud, les pays les moins riches. Mais souvent, quand on parle de l'open science, les gens croient que c'est toujours gratuit. En réalité, ce n'est pas le cas parce que ce prix va être pris en charge sur un niveau plutôt international et que ce travail pour les chercheurs ne sera pas visible. Mais il faut les clouds, il faut le positionnement, il faut un travail de conception de telle sorte de pouvoir réunir tous ces éléments. Pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, je structurerai un peu ma parole en 4 points. D'abord, le contexte actuel sur plan international. Ensuite, je focaliserai sur l'implication du Maroc dans ce domaine, dans les initiatives internationales pour marquer politiquement les décisions marocaines dans ce contexte. Et c'est très important pour pouvoir engager toute une structure, ou plutôt un dispositif de recherche scientifique au Maroc. Et puis, je donnerai quelques éléments sur la situation de l'open science dans notre pays. Et puis, je finirai avec quelques perspectives. D'abord, en ce qui concerne le contexte, c'est une solution qui est en train d'ouvrir de nouvelles frontières et qui va faciliter le libre partage. Aujourd'hui, les travaux qui ont été menés pour essayer d'évaluer le prix d'une publication dans un journal à impact factor, on la situe, tout dépend de la thématique, mais on la situe en gros entre 2500 €, on va dire dollars, c'est à peu près équivalent, jusqu'à 5 à 6 000 € au dollar quand il s'agit de grandes, je dirais, de publications avec besoin de grandes manipulations, en tout cas de laboratoire
et de structures expérimentales. Donc vous voyez, et puis finalement, ces publications qu'on met dans des revues internationales et qu'on est très heureux de les voir acceptées, j'en suis, j'allais dire, un fan depuis le début de mon expérience universitaire. Et puis finalement, on les rachète. Ces publications que nous, on a réalisées, on les rachète de nouveau à un prix qui souvent est trop important pour un certain nombre de structures dans des pays, encore une fois, des pays qui ne sont pas très riches. Je ne donnerai pas le chiffre, plutôt le prix d'abonnement que nous avons à l'échelle du Maroc, qui dépasse les 2 millions d'euros par année pour que les universités publiques, et seulement les universités publiques, puissent avoir accès à ces bases de données. Donc il y a un problème Et donc la progression de taux de publication sur le plan international, depuis 2000, on était à 13,4% de pénétration de publication en open science. Et puis aujourd'hui, en 2023, on est passé à 48,6%. Donc on a énormément progressé, d'où l'objet aujourd'hui de toutes les réunions qu'on est en train de faire sur le plan international, parce que je reviens il n'y a pas longtemps d'une réunion à l'OCDE où il y avait les États membres de l'OCDE, mais il y avait aussi les observateurs, et on était une quinzaine d'observateurs à côté des pays de l'OCDE pour parler de ce sujet, uniquement de ce sujet. Et je remercie ma collègue ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique française qui a défini ce sujet pour la réunion de l'OCDE. Alors, en ce qui concerne l'implication du Maroc, d'abord sur le plan structurel, sur le plan administratif, l'adhésion du Maroc à l'initiative mondiale Coronavirus Global Response, un modèle d'open science pour mettre au point des solutions scientifiques qui étaient liées à la pandémie de la Covid-19. Ensuite, de nouveau, le Maroc est membre fondateur de la recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte adoptée en novembre 2021, j'y étais personnellement, sur les principes, valeurs et actions en faveur d'une science ouverte, juste et équitable. Le terme est très, très précis, juste et équitable, pour accéder justement à la science. Et puis de nouveau, le Maroc a été membre fondateur de la déclaration du dialogue multilatéral sur les principes et les valeurs de la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation, qui a été adoptée en février 2024 à Bruxelles. Et la même chose, personnellement, j'y étais et bien évidemment j'ai participé à cette décision. Et en avril dernier, il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la réunion également à l'OCDE, et puis avec les actions internationales pour relever les défis mondiaux, faire de la science ouverte une réalité. Et on y est aujourd'hui. Alors, quelle est la situation de l'open science au Maroc? D'abord, les publications marocaines en open access indexées sur Web of Science s'élèvent aujourd'hui, en 2023, à 46,4, donc on n'est pas très loin de la moyenne mondiale qui est de 48,6. Donc ça veut dire qu'on a joué le jeu, et je pense pas mal de pays dans notre continent africain, ils sont pleinement dedans, et on va continuer à faire ce travail. À chaque fois que je me déplace dans notre continent, j'essaie de pousser dans cette dynamique, et j'y retourne encore la semaine prochaine pour voir les ministres de la CAMES pour que de nouveau on puisse échanger sur ces questions. On a également un portail de revues scientifiques marocaines et qui comprend aujourd'hui 224 revues couvrant presque tous les domaines scientifiques avec accès libre au contenu, et le portail connaît un attrait grandissant avec 3,7 millions de visites en 2023. Alors en ce qui concerne les perspectives, encore une fois sous un prisme de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation au Maroc, donc le prisme ce qu'on a intitulé le pacte ESRI, donc le plan d'accélération et de transformation du paysage universitaire.
Je ne parlerai pas de tout l'aspect académique, pédagogique, je me limiterai juste sur cet axe de l'Open Science parce que nous sommes en train de transformer notre paysage pour viser la capacitation des individus. Je pense que le temps est révolu où on enseigne des disciplines pour enseigner des disciplines, on enseigne les disciplines, mais il faut qu'on arrive à faire en sorte que la jeunesse soit résiliente, soit adaptable, soit avec l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective qu'il faudrait pour pouvoir les insérer dans un monde qui est en pleine révolution. Et je dirais presque chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, on assiste à des choses complètement nouvelles dans un domaine qu'on appelle aujourd'hui communément l'intelligence artificielle, qui existait plus de 50 ans, mais qu'aujourd'hui on en parle avec beaucoup d'acuité, on est en train de revenir. Et pas plus tard encore, et j'en profite pour tous les gens présents ici, ChatGPT, je ne fais pas la publicité, mais je voudrais que tous les Marocains soient au fait de ce qui est en train de se passer. Je viens de sortir une nouvelle version qui s'appelle ChatGPT 4 avec un petit O, je ne sais pas si c'est O, si c'est 0, mais qui est révolutionnaire, qui est en train de nouveau de changer entièrement la donne sur beaucoup de sujets avec l'image, la translation, enfin énormément de choses. Pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce que les choses sont en train de s'accélérer et que probablement le sujet dont on parle aujourd'hui, il est touché, il sera encore plus touché dans les mois ou les semaines à venir. Donc en ce qui concerne notre implication et les perspectives que nous sommes en train de mener, c'est d'abord, nous sommes en train d'organiser la recherche scientifique marocaine autour de grands instituts nationaux pour essayer de regrouper les forces, donc des thématiques de recherche sociétale en priorité, mais prioritaires pour notre pays, comme l'eau, comme l'intelligence artificielle, comme les transformations sociales avec les sciences humaines et sociales, qu'on doit reprendre, pas que chez nous, mais dans beaucoup de pays qu'on a négligé à un moment donné, qu'il faut absolument qu'on arrive à reprendre ces éléments pour qu'on puisse vivre en société, puis faire aussi face à toutes ces transformations et ces défis qui sont à venir. Il y a bien évidemment le modèle de gouvernance qui est mobilisateur des synergies pour qu'on puisse regrouper les forces, mais il y a aussi la centralité de toutes les questions qui sont prioritaires pour le développement. J'en ai parlé tout à l'heure, l'eau, les technologies médicales, alimentaires, et puis bien évidemment tous les sujets qui soulèvent des enjeux d'ordre local, régional et mondial. Il y a également l'autre point sur lequel on bâtit un peu nos perspectives, c'est la digitalisation et la diffusion de la production scientifique avec le renforcement de la plateforme Toubkal, qui est déjà fonctionnelle et qui regroupe bien évidemment l'Open Science, toutes les revues, mais aussi les thèses, les doctorats, parce que nous avons constaté que l'accès aux mémoires de thèse et d'autres mémoires, il faut qu'il soit fluide et accessible pour tout le monde. Ça ne sert à rien de refaire des sujets qui sont déjà faits, mais aussi avoir un vrai état de l'art dans le cadre de l'open science. Et puis l'accompagnement de l'indexation des revues marocaines dans les bases de données internationales pour élargir le portail de revues scientifiques comme référence régionale et internationale de l'open science. Et puis une élaboration qui est en cours en ce moment d'une étude de l'open science au Maroc pour mettre en place un open repository national regroupant synergiquement l'ensemble des universités et constituant la pierre angulaire d'un système global et intégré de monitoring de la recherche scientifique et technologique au Maroc. Voilà en gros les 4 points sur lesquels nous sommes en train de travailler, de telle sorte de regrouper nos forces et de libérer, parce que ce qu'on fait pour nos universités ou pour nos chercheurs, en réalité, on le fait aussi pour toutes les collaborations que nous avons sur le plan international, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient mondiales. Sur quoi je voudrais insister, il va falloir
on unisse un peu nos forces, universités, mais aussi organismes nationaux et internationaux, de telle sorte de vulgariser cette question et puis d'avoir une prise de conscience que le chercheur partage tout. Parce que nous savons que dans certaines sphères ou certaines universités ou certains laboratoires, des fois le chercheur est un peu individualiste. Il ne veut pas tout donner, en tout cas, ou alors il donne sans donner tous les éléments. Et je disais toujours à mes doctorants, vous serez encore plus célèbre quand vous donnez tout, quand vous donnez les détails de vos modèles, quand vous donnez les détails de vos logiciels. Il faut faire gagner à l'humanité le temps, parce que les découvertes aujourd'hui, on en a tous besoin. Aucun pays ne peut résoudre les problématiques tout seul. Par contre, ensemble, on peut résoudre. Et c'est pour ça que dans la recherche scientifique, il y a toujours un paragraphe, pour ne pas dire un chapitre, qui parle de l'état de l'art avant de dire ce qu'on veut faire. Donc on fait d'abord l'état de l'art pour dire ce qu'on fait, les gens avant nous, et ensuite nous on dit qu'est-ce que je vais apporter à ce que les gens ont fait. D'ailleurs, les grandes revues internationales Impact Factor, ils exigent cette démarche. Quand vous ne faites pas cette démarche, comme je vois qu'il y a des jeunes probablement qui font des doctorats, quand vous ne faites pas cette démarche, dans les grandes revues internationales, vous êtes rejeté automatiquement. Il faut toujours déontologiquement définir quel est l'état de l'art de votre problématique, qu'est-ce que vous allez y apporter, et puis ensuite, vous allez tout de suite décrire ce que vous y apportez, et vous allez conclure comment vous avez fait tout ce travail, qu'est-ce que ça vous a impliqué. Je finirai par une recommandation à des universitaires parmi nous. La recherche scientifique, elle devrait tourner vers le transfert et la vulgarisation. Bien évidemment, quand on parle de vulgarisation, c'est facile à comprendre. Je pense qu'il faut rapprocher la science de tous les citoyens, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Si on parle aujourd'hui de la problématique, ou plutôt du sujet de l'hydrogène, il faut qu'on arrive à expliquer à n'importe qui ce que c'est l'hydrogène de manière très simple, pour que l'opinion publique comprenne pourquoi on choisit l'hydrogène dans le développement de beaucoup de nations aujourd'hui. C'est un exemple. Ça, c'est la vulgarisation. Par contre, le transfert, il y a deux manières. Et je pense que beaucoup de laboratoires, beaucoup d'universités ont toujours pris le transfert sous une forme plutôt lucrative, pas pour nous chercheurs, mais pour le laboratoire ou pour l'université. Ça veut dire je transfère avec un brevet, ou bien je transfère vers l'entreprise. Et donc, bien évidemment, d'abord j'attends de transférer avant de diffuser, et on oublie que le vrai transfert, c'est celui qu'on fait en passant par la formation, en passant par l'université. Ça veut dire que tout travail de recherche, qu'il soit sous forme de doctorat, qu'il soit sous forme d'une publication scientifique quelconque, devrait avoir l'idée de transférer vers les étudiants. Parce que si vous travaillez sur une nouvelle thématique, et puis vous avez une centaine d'étudiants, une cinquantaine d'étudiants en master ou en école d'ingénieur, vous transférez ce que vous avez obtenu en recherche, et bien vous transférez pour 50 personnes qui, eux, vont transférer dans le monde socio-économique, dans l'opinion publique. Et le vrai transfert pour moi, c'est celui-ci. Bien évidemment, l'autre, il est important parce qu'il permet au monde socio-économique de gagner, du temps. Et c'est ce dont on parle de l'économie du savoir, il me fait un clin d'œil. Et donc, bien évidemment, je tenais encore une fois à féliciter les organisateurs vraiment pour cette initiative, et qu'il faudrait renforcer. Bien évidemment, on fait un travail ensemble qu'il va falloir qu'on continue pour qu'on puisse avoir un schéma qui nous dirige pour les années à venir, et puis être inséré dans un dispositif international, d'abord dans notre continent africain, puis ensuite avec bien évidemment le monde qui nous entoure. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Effectivement, le sujet est très vaste et très profond. Et normalement, c'est vrai, ça demande plus de temps. Et peut-être si je voulais faire une synthèse, je vais empiéter sur le temps.
donc, des autres intervenants. Mais je pense que votre conférence est très claire, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements qui ont été faits en la matière, et aussi avec le pâtisserie, donc il y a une orientation claire, une vision. Et Monsieur le ministre veille beaucoup, donc bien sûr, à ce que ce transfert, cette vulgarisation soit très bien fait, d'accord, et en bonne émulation, et bien sûr en tirant profit des expériences et des bonnes pratiques un peu dans le monde, sachant bien que ça exige beaucoup d'investissements en matière de budget, on l'a rappelé, aussi il y a beaucoup de travail qui a été fait pour la structuration en matière de plateforme et aussi en matière d'ouverture à l'international et la contribution du Maroc, bien sûr, dans cet effort international. Encore une fois, merci Monsieur le Ministre. Donc, sans tarder, donc, le prochain intervenant, c'est notre directeur de l'UNESCO à Rabat, donc M. Eric Falk. M. Eric Falk est représentant de l'UNESCO au Maroc et de l'Algérie, de la Libye, de la Mauritanie, de la Tunisie, donc dans tout le Maghreb. Et auparavant, il était aussi donc, représentant du bureau de l'UNESCO dans d'autres pays, donc New Delhi, donc Bangladesh, Bhoutan, les Maldives, le Népal, Sri Lanka. Il est aussi sous-directeur pour les relations extérieures de l'information publique avec le rang de sous-secrétaire général de l'ONU. Il a été aussi directeur de la division de sensibilisation du public au sein des départements d'information au siège des Nations Unies, et il a été aussi directeur de la communication de l'information. Donc c'est un bon connaisseur donc, du domaine, donc au niveau de l'environnement, le PIE, et donc qui était basé donc à Nairobi. Donc pour m'arrêter juste là sur un peu bien sûr la présentation de M. Eric Falk, donc on peut se poser avec lui la question, quelles sont les principales recommandations de l'UNESCO pour promouvoir l'open science à l'échelle mondiale? Ça, c'est une première question. Une deuxième, comment les politiques nationales d'open science peuvent-elles favoriser l'innovation et la collaboration scientifique internationale? Et donc, à vous la parole, M. Eric Falk. Monsieur le ministre, chers membres de notre panel, il me revient de présenter la perspective de l'UNESCO, qui, vous le savez, est l'invité d'honneur de ce salon. Et j'en profite une nouvelle fois pour remercier le ministère de la Culture de nous avoir mis à l'honneur ainsi. J'espère que vous savez que le E de l'UNESCO, c'est pour l'éducation, le S, c'est pour les sciences, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, et le C pour la culture et la communication. Cela a déjà été mentionné par Monsieur le ministre. Il est important de dire que le concept de démocratisation de la science n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué dans le monde universitaire depuis un certain nombre de temps, mais il est peut-être important de souligner qu'il y a eu une accélération à l'occasion de la crise de la Covid-19. Tout le monde a bien vu qu'il fallait partager la connaissance beaucoup plus que cela n'était le cas auparavant. On sait bien sûr que la science, la technologie et l'innovation jouent un rôle très, très important dans la réponse aux défis de notre monde moderne, parce que c'est avec la science qu'on peut avoir des solutions pour améliorer le bien-être des personnes, faire progresser la durabilité environnementale et le respect, par exemple, de la diversité biologique et culturelle, de façon générale, de faire évoluer le développement social et économique de notre monde. Il y a donc des opportunités avec l'émergence des technologies, et l'interdépendance mondiale aussi, de façon générale, nous offre des opportunités et un potentiel pour accélérer les progrès de l'humanité. Mais on sait aussi que ce potentiel est très affecté par l'écart technologique qui existe malheureusement déjà beaucoup entre les pays du monde, la fracture numérique qui a aggravé tout cela depuis déjà un certain nombre d'années, et plus encore. Donc, c'est développer ce concept de science ouverte, et qui s'est appuyé bien sûr sur des principes essentiels, notamment de la liberté académique, de l'intégrité de la recherche et de l'excellence scientifique. C'est un principe
celui de la science ouverte, qui propose d'intégrer, si on simplifie un petit peu, d'intégrer dans l'entreprise scientifique des pratiques de reproductibilité, de transparence, Monsieur le ministre l'a souligné, de partage et de collaboration résultant de l'ouverture accrue des contenus, des outils et des processus scientifiques. Et c'est donc pour cela que, dans la foulée en quelque sorte de la Covid-19, à l'UNESCO a été adoptée en seulement 2021, novembre 2021, la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, qui a donc déjà été mentionnée. Cela a été pendant la conférence générale de l'UNESCO et tous les États membres, 193 pays à ce moment-là, l'ont adoptée. Cette recommandation, je me dois de la présenter un tout petit peu plus en détail parce qu'elle présente justement une définition agréée donc par tous les États commune de la science ouverte, les valeurs fondamentales et les principes directeurs de la science ouverte, ainsi justement que des directives pour les domaines d'action prioritaires. Cette recommandation de l'UNESCO a pour objectif donc de fournir un cadre international pour les politiques et les pratiques en matière d'accès libre, tout en reconnaissant les différences disciplinaires et régionales dans les perspectives qui existent naturellement à ce propos. Suivant cette recommandation, la science ouverte s'entend comme un concept inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, très important, ça c'est toujours un des obstacles de la science ouverte, librement accessible à tous et réutilisable par tous. Il vise aussi évidemment à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations. Donc c'est ce cadre-là qui a été adopté par tous les États membres de l'UNESCO en donc seulement 2021. La science ouverte, c'est important de le signaler aussi parce qu'elle inclut toutes les disciplines scientifiques. Elles sont très nombreuses évidemment et tous les aspects ce qu'on peut appeler les pratiques savantes, y compris les sciences fondamentales et appliquées, les sciences naturelles et les sciences sociales et humaines. Donc, quand on parle de sciences, on considère toute la gamme de toutes les sciences. Les volets donc, de la recommandation sur la science ouverte de l'UNESCO tiennent compte aussi, donc, je l'ai déjà dit, de la liberté académique et aussi de toutes les approches qui peuvent être développées à travers le monde et elles sont bien sûr très différentes d'un pays et d'une région à l'autre. Les objectifs sont très clairs. Pour en mentionner quelques-uns, il s'agit de promouvoir d'abord une définition commune de la science ouverte. Vous imaginez bien que on est arrivé à un texte de l'UNESCO, mais qu'il y a eu énormément de discussions avec les scientifiques, les politiques, etc., avant. Donc il y a une définition commune de ce qu'on appelle justement la science ouverte, de ses bienfaits et de ses enjeux. L'idée de cette recommandation de l'UNESCO est aussi d'instaurer un environnement politique favorable à la science ouverte. Et on peut dire que vous avez la chance au Maroc d'avoir un champion de ce principe. Vous avez bien entendu la vision de Monsieur le ministre et aussi toute sa sagesse et sa générosité. Je tenais à le dire ici et vous dis qu'il était lui-même présent lors de l'adoption de cette recommandation, ce qui montre tout son engagement. L'idée de cette recommandation aussi, c'est d'investir dans des infrastructures, très important aussi, et tout ce qu'on peut appeler les services de la science ouverte, investir dans les ressources humaines, puisqu'on ne peut pas avoir tout cela sans la formation, l'éducation, le renforcement de la culture numérique, etc., et de façon générale, encourager une culture de la science ouverte. C'est pour ça aussi que des réunions comme celle-ci, au sein de ce salon du livre, sont importantes. Parler de connaissances scientifiques ouvertes, cela désigne le libre accès aux publications scientifiques, aux données de recherche, aux métadonnées, aux ressources éducatives libres, aux logiciels, etc. L'UNESCO essaie d'ailleurs de faire ce qu'il prône. Toutes les publications, par exemple, que nous avons depuis quelques années déjà, sont sous licence ouverte. Nous avons fait un lancement d'une publication aujourd'hui même. Cette publication peut être reproduite, accessible, même si, bien sûr, on a aussi une distribution très limitée sous forme papier.
En tout cas, les connaissances scientifiques ouvertes doivent permettre à tous les acteurs de bénéficier donc de manière immédiate, ou bien aussi rapidement que possible, et quel que soit leur lieu de résidence, leur nationalité, leur race, leur âge, leur genre, leur niveau de revenu, etc., de cet accès à l'information. C'est ça dont on parle lorsqu'on parle de sciences ouvertes. Je suis sûr que certains d'entre vous, en entrant dans cette salle, n'étaient peut-être pas tout à fait sûrs de ce dont nous allions débattre. Alors, quelques mots pour dire que, comme partout ailleurs, la question de la science ouverte dans la région arabe, de façon générale, y compris au Maroc, fait face à de nombreux défis concernant les pratiques politiques, économiques et socioculturelles. Et ces défis, souvent, élargissent les failles en matière de science, de technologie et d'innovation. Les États membres de la région arabe ont parfaitement pris conscience de cet état de fait, ont pris note, notamment aussi de la préparation de la recommandation sur la science ouverte de l'UNESCO pendant un forum en ligne qui s'est tenu juste avant l'adoption à Paris de la recommandation. Et je voulais mentionner pour votre information que l'un de ces résultats a été à l'époque ce qu'on appelait le manifeste arabe pour la science ouverte. Ça, c'est important aussi pour vous de le savoir. Notre bureau de l'UNESCO pour le Maghreb va aussi, dans les prochains mois, soutenir l'organisation d'un symposium régional pour la région arabe sur la science ouverte. Le titre en sera « Démocratiser la science », qui sera préparé en coopération avec la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques et l'Université Mohammed V de Rabat, et puis un certain nombre de décideurs et des acteurs de recherche et de développement de la science. Je suis sûr et j'espère, Monsieur le Ministre, que si nous vous invitons, vous pourrez nous rejoindre à cette occasion. Ce symposium sera dédié à la discussion du parcours de mise en œuvre de la recommandation de l'UNESCO dans la région arabe. J'en profite pour le mentionner ici parce que c'est un symposium important qui aura lieu à l'Université Mohammed V le 28 et le 29 novembre. Nous ferons d'ailleurs en modalité hybride. En tout cas, durant ce symposium, nous espérons que nous pourrons regarder en détail, par exemple, le choix de législation spécifique à la science ouverte dans la région arabe. Nous allons regarder aussi et préparer le développement d'une édition scientifique libre tournée vers le contexte de la science ouverte. Et nous allons regarder aussi les infrastructures, on en a déjà parlé, qui sont propices pour la science ouverte, que ce soit les technologies ou bien tout ce qui concerne le réseautage en matière de science ouverte, l'intelligence artificielle, cela déjà a été mentionné. J'en profite d'ailleurs aussi au passage pour vous dire que sur notre espace UNESCO, nous avons plusieurs conférences sur le sujet de l'intelligence artificielle. Nous en avons une demain par exemple, et après-demain vendredi, nous lancerons avec le ministère de la Transition numérique une étude sur l'état de préparation du Maroc à l'intelligence artificielle. Tout ça est bien sûr lié d'une façon ou d'une autre. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais j'espère vous avoir donné quelques éléments en ce qui concerne la perspective de l'UNESCO. Merci. Merci infiniment. Donc, présentation très riche et répondez un peu à la question et vous évoquez tous les défis auxquels sont confrontés l'accès libre à la connaissance. Vous avez parlé du multilinguisme, des législations, un environnement propice et aussi dans votre travail dans le monde arabe, les défis qui attendent le monde arabe pour essayer aussi donc de promouvoir la recommandation de l'UNESCO et donc relever les défis de l'accès libre et l'accès à la connaissance. Notre troisième intervenante, éminente présentatrice, Monica Granados. Donc Monica Granados est directrice adjointe de l'Open Climate et dirige l'Open Climate Campaign. Donc certainement ils vont parler davantage d'une campagne pluriannuelle visant à ouvrir la connaissance ou la reconnaissance sur la crise climatique et à préserver la biodiversité mondiale. Il est engagé de longue date à rendre le savoir plus équitable et plus ouvert. Conseillère politique principale au sein de l'équipe Science ouverte et fait actuellement
partie de l'équipe direction pré-review. Moi, je ne vais pas trop m'attarder, donc effectivement, c'est une biographie assez riche. Et donc, dans son domaine, donc on pose la question à Mme Monica Granados, comment l'open science peut-elle contribuer à résoudre les grands défis, comme il l'a rappelé M. le ministre, sur des sujets stratégiques, les défis sociétaux tels que le changement climatique, la santé publique, l'eau et j'en passe. Quel rôle les gouvernements peuvent-ils jouer dans la promotion de l'open science à l'échelle nationale et internationale? Madame Monica Granados, il parle très peu français, il comprend français, mais il vous demande soit qu'il fasse sa présentation soit en espagnol, soit en anglais, mais il aura le choix. Merci Madame Granados. Merci à tous. Thank you so much for the invitation. Today you've heard a lot about the importance of open science. Today's presentation says open science will open the world. I want to give you some numbers to support that. Academic publications that are open, meaning they're free to read, receive 66% more citations. That means that more scientists, researchers are reading open access papers and then using that knowledge to implement that into their research, 66%. We've also found that 23% of papers, or 23% more papers, if they include open data, will be cited more. There's also research that has found that you also get more diverse citations. That means you're getting citations from more places around the world if your work is open. But that's not the default. That's not how scientists and researchers practice because there are barriers to that. However, we know that when we implement national policies and do advocacy, we can change the culture of sharing. The COVID example has been brought up a couple of times today already when there was a recognition that when we need knowledge to combat a problem, the community responds and makes their work open. So how can we implement open science? You know, the question was posed to me,